Il est celui qui, dans ses écrits, rend aveugle les miroirs, inverse les écritures et fait voler le son des cloches. Il fait beaucoup dans le fantastique, dans le merveilleux. Son imagination sort les écrits les plus invraisemblables, pourtant si proches de notre réalité. Il est l'écrivain le plus populaire, le plus lu en Haïti. Il s'appelle Guy Victor et c'est lui qui, dans le confort d'une suite de l'hôtel Royal Oasis, va tout nous dire. Bonjour, bonsoir, merci d'accueillir chez vous une personnalité d'Ito sur la radio-télévision Caraïbe. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir à nouveau chez vous. Comme annoncé, c'est le grand Gary Victor que nous recevons aujourd'hui. Gary Victor, c'est l'auteur d'une vingtaine de romans, d'une douzaine de recueils de nouvelles et aussi de pièces de théâtre. Il écrit pour la télé, il a des chroniques dans les journaux. Comme prix et distinction, en 2001, il a été médaillé à l'ordre de chevalier de l'ordre national du mérite de la République française pour son œuvre en langue française. En 2003, il a reçu le prix du livre insulaire à Ressan pour À langue des rues parallèles. En 2004, le prix RFO du livre pour Quand je sais que Dieu se promène dans mon jardin. En 2008, prix littéraire des Caraïbes de l'Association des écrivains en langue française pour Les cloches de la brésilienne. Et en 2012, le prix Casa de las Américas pour Le sang et la mer. Bonjour Gary, merci d'être sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Et bonjour, ça va bien. Heureux d'être avec vous, avec les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi. On sait que vos droits, votre main, on dit pour plume parce que vous écrivez à la machine maintenant. Enfin, quand je dis à la machine, à l'ordinateur, vous utilisez un clavier. Oui, mais les doigts sont toujours mis à contribution, que ce soit avec la plume, que ce soit avec le clavier. Mais pour commencer, on va pas parler de droit. Faut commencer, mais c'est de voix. Guy Victor, on le connaît comme quelqu'un qui est volubile en écriture, qui écrit beaucoup et qui chante. Très peu, pas du tout. Même pas sous la douche. Même pas sous la douche. Mais sur le plateau de une personnalité dit tout, on écoute ce que vous avez choisi pour nous, un couplet, et vous nous dites pourquoi vous avez choisi cette chanson. Mon Dieu. Exercice difficile, mais tout le monde passe par là. Panama m'tombé. Allons-y. Panama m'tombé, Panama m'tombé. Qu'est-ce que ça? Ça qui passait des ramasselis pour moi. Pourquoi Panama m'tombé? Eh bien parce que c'est une rengaine que chantait souvent ma mère et qui faisait partie de mon enfance. Donc il y a quelque chose pour moi de magique dans cette chanson. Un appel vers d'autres horizons, surtout que moi j'ai grandi à Port-au-Prince. Donc quand j'écoutais Panama m'tombé, je voyais la province, je voyais d'autres lieux, je voyais d'autres horizons. Donc c'est un air qui m'est toujours resté en tête. Vous êtes l'écrivain le plus lu en Haïti et l'un des plus populaires aussi. Comment devient-on écrivain quand on a étudié l'agronomie? Non, disons que comment devient-on agronome quand on a toujours eu l'élan pour l'écriture? Exactement. C'est l'inverse. C'est l'inverse, parce qu'en fait j'ai commencé à écrire très jeune. J'avais peut-être 12 ou 13 ans. Je me rappelle que j'ai donné à Mona Guérin à lire mon premier cahier. Donc, quand j'ai terminé mes études, je voulais d'ailleurs faire les lettres, mais mon père a été catégorique. Il me disait que l'écriture ne met pas à manger sur la table. Justement, ne fait pas bouillir la grosse mamie. Exactement. Donc, il m'a dit qu'il fallait choisir absolument entre la médecine, le génie ou l'agronomie. Et moi, j'ai choisi l'agronomie pour la simple raison justement que je voulais découvrir d'autres horizons. Pour moi, le métier d'agronome me permettrait de découvrir du pays, de découvrir les gens, de découvrir ma culture, de découvrir mon lieu. Et je n'ai pas regretté du tout d'avoir fait mes études d'agronomie parce que mes pérégrinations comme agronome m'ont fait... Ah, vous avez travaillé comme agronome? Ah, beaucoup, pendant plus de 10 ans. Ah, ok. Et mon expérience comme agronome a nourri énormément vers moi.
Un roman, par exemple, comme La piste des sortilèges, qui est un roman qui plonge dans le monde rural. Dans le monde rural, qui plonge dans nos mythes, nos légendes. Si je n'avais pas fait ce métier d'agronome, je n'aurais peut-être pas pu écrire un livre comme La piste des sortilèges. Vous êtes un urbain, mais qui a une obsession pour le rural, il paraît. Absolument. Je regrette de n'être pas un rural. Mais peut-être bien que si je n'avais pas été un urbain, j'aurais été trop proche du rural pour pouvoir parler. On a vu toujours ce qu'on n'a pas. Exactement. Donc, ça m'a permis de garder un recul, en même temps d'être très proche. Donc, ça me permet de mieux voir. Voilà. On me demande souvent, parfois vous parlez assez souvent du vaudou dans vos textes. Est-ce que vous n'êtes pas vaudouisant? Pas du tout, je ne suis pas vaudouisant du tout. Vous m'avez dévancé. Oui, je suis très peu religieux d'ailleurs. Mais le fait que je suis capable d'avoir ce recul, tu vois, de voir, d'être dedans et en même temps d'être très en retrait. Sans ça, on ne peut pas écrire. Ok, je vais troquer la question sur la religion contre une autre question. Danila Ferrier dit que l'écrivain n'a de nationalité que celle de sa bibliothèque. Vous avez eu quoi comme lecture pour nous accoucher ça aujourd'hui? Quand je parle de ça, je parle de toute cette horreur qu'il y a dans vos histoires, tout cet invraisemblable, cette fantastique qu'il y a dans votre histoire, les miroirs qui deviennent aveugles, les personnes qui oublient leur personnalité dans un bar. C'est quoi? Est-ce que ça a vraiment un rapport à ce que vous lisiez quand vous étiez petit ou à ce que vous lisez encore aujourd'hui? Non, je crois que forcément ce qu'on écrit, ça a quelque part rapport avec vos lectures. Moi, j'ai été nourri de la littérature anglo-saxonne, de la littérature fantastique anglo-saxonne. Je comprends. Par exemple, j'ai lu, mes maîtres ont été Lovecraft, Edgar Poe, Tolkien. J'ai lu toute la littérature policière anglo-saxonne et j'ai dévoré les grands maîtres de la littérature populaire française, en passant par Alexandre Dumas, Paul Féval, Michel Zévaco. Et en même temps, j'ai adoré un écrivain comme Émile Zola, Dostoïevski par exemple. Déjà, on voit cette allée-venue entre le fantastique et le réalisme. Parce que entre lire Zola et lire par exemple Poe ou bien Lovecraft, ça te permet déjà de voir mon cheminement, c'est entre la littérature fantastique et le réalisme. Je suis peut-être l'un des rares auteurs haïtiens à être aussi proche des auteurs anglo-saxons. Moi, je me suis nourri de leur littérature. Ça a développé chez moi le goût du récit, le goût du roman et l'importance que j'accorde au récit, à l'histoire. Et contrairement à une nouvelle tradition très franco-parisienne qui veut faire du récit quelque chose de marginal. C'est une question de maniement de la langue, de maîtrise de la langue qui ferait le roman. Moi, pas du tout. Pour moi, le récit est primordial, tu vois. Bien sûr, il faut cette maîtrise de la langue, mais la langue, pour moi, n'est qu'un outil qui me permet de raconter. Donc, l'important pour moi, c'est le récit. L'important pour moi, c'est de créer des personnages. Donc, en étant un grand lecteur, j'étais constamment plongé dans des univers merveilleux. Vous avez même raconté que vous voliez la clé de la bibliothèque de votre père pour vous enfermer dans la bibliothèque des heures durant. Ah, absolument. Moi, je passais des heures dans la bibliothèque de mon père. Et c'est là que j'ai découvert certains romans, malheureusement que souvent mon père ne lisait pas parce que lui, il avait sa bibliothèque, mais ce n'était pas quelqu'un qui était versé roman du tout. C'était quelqu'un qui était plutôt lecteur scientifique. Il y a un grand écrivain américain, par exemple, deux écrivains américains qui m'ont beaucoup marqué. Un écrivain comme Frank Herbert, qui a écrit ce livre extraordinaire qu'on appelle Dune. Il y a aussi Isaac Asimov, donc vous voyez, et puis il y a aussi ce grand romancier anglais George Orwell qui a écrit 1984. Donc toute ma formation d'écrivain vient de la lecture anglo-saxonne. Donc vous êtes, comme Danila Ferrier l'a dit, donc votre nationalité serait plutôt anglaise, côté littéraire. Exactement, je regrette toujours de ne pas pouvoir écrire en anglais. Parce que toutes les références quelque part viennent de ces écrivains américains ou anglais. En même temps aussi, il faut signaler aussi l'apport des écrivains latino-américains. Pour moi, par exemple, un écrivain comme Jorge Amado, ou bien un écrivain comme... Luis Borges, non?
pas trop borghese. Alors, Danny, c'est très borghese. Non, moi, beaucoup moins. Moi, c'est vraiment Gabriel Garcia Marquez, Jorge Amado, et celui qui a écrit La Fête au Bouc, l'écrivain péruvien, j'oublie un petit peu le nom. Pour moi, c'est vraiment Marquez. Moi, Marquez, c'est un génie, c'est un magicien. Vous avez lu Mes Immortels Putain? Ah oui, absolument, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, Marquez, il n'y a pas comme Gabriel Garcia Marquez. Ouais. Et puis aussi, certains écrivains africains comme Amadou Kourouma, qui est pour moi un conteur phénoménal. Et pas Paulo Coelho? Oh oui, j'aime beaucoup Paulo Coelho, pas tous. J'ai beaucoup aimé L'Alchimiste, par exemple, qui est pour moi un très grand roman. Dan Okri, c'est un autre écrivain africain que j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué. Et aussi pour revenir à mes auteurs haïtiens. Justement, j'allais arriver là. J'aime beaucoup citer une femme comme Marie Chauvet. Justement, puisque c'est deux romans de Marie Chauvette, La Danse sur le volcan, paru en 1957, et Amour, colère et folie, paru en 1968, qui ont sauvé l'héroïne de son aliénation par rapport aux influences racistes et religieuses qu'elle a eues de son école. Donc Marie Chauvette, c'est une écrivaine que vous admirez beaucoup. Ah non, beaucoup. Pour moi, c'est une écrivaine fondamentale, pour le fait même pour moi qu'elle a apporté quelque chose de nouveau dans la littérature haïtienne. Alors, Yannick Kalens a parlé d'elle comme celle qui est venue avec le roman moderne en Haïti. Absolument. Pour moi, c'est elle qui est venue avec le roman vraiment moderne. Quand tu prends un roman quand tu prends des textes comme Amour, colère et folie, quand tu prends ce phénoménal La Danse sur le volcan, pour moi qui est un roman extraordinaire sur l'histoire d'Haïti, on découvre des choses que les historiens n'ont pas dit en lisant un roman pareil. Alors, une petite enquête nous a permis de constater que beaucoup, d'autres enquêtes l'ont déjà confirmé, mais de notre côté, on a fait une petite enquête qui ont confirmé que beaucoup de futurs écrivains, d'écrivains en herbe, vous ont comme modèle. Vous êtes un modèle pour beaucoup par rapport à votre imagination, la qualité de votre œuvre, mais aussi la profondeur de votre œuvre qui reste quand même très ancrée dans la réalité haïtienne. Maintenant, s'il existe des recettes, par exemple, pour cuisiner, des recettes pour faire beaucoup de choses, mais des recettes pour devenir un excellent écrivain comme vous, ce serait quoi? S'il y a un secret, serait-ce possible de dévoiler ce secret? Je fais souvent des ateliers d'écriture. En fait, il n'y a pas de recettes à proprement parler. Simplement des conseils qu'on donne à des jeunes écrivains. Le premier conseil que je donne à ceux qui viennent à mes ateliers d'écriture, je leur dis tout simplement, si vous avez peur de l'opinion de votre famille, de votre pasteur, de votre prêtre, de votre ami, de votre petit ami, de votre époux ou de votre épouse, cessez d'écrire. Parce que je dis souvent, l'écriture est avant tout un acte d'expression personnelle. Oui. Pour écrire mieux, il faudrait tuer le lecteur dans sa tête. Non, pour écrire au mieux, il faut tuer les autres dans sa tête. Ah, pas même seulement le futur lecteur, tous les autres. Tous les autres. Il faut qu'on soit tout seul, il faut qu'on s'exprime librement. Il faut écrire avec ses tripes. Mais le problème, il faut aller chercher ses tripes. Il y a des gens qui n'ont pas de tripes. Ils sont tellement des copies conformes. Ils sont aliénés. Ils sont tellement aliénés qu'ils n'ont plus de tripes. Et maintenant, pour être un bon écrivain, il faut retrouver ses tripes. Il faut se dégager. Il faut se dégager quelque part du moule pour arriver à avoir une parole qui soit personnelle. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté. Parce qu'une fois qu'on arrive à retrouver ses tripes, on a un autre regard. Il faut vraiment avoir cette capacité de... En même temps, il faut tuer les autres, mais en même temps aussi... Enfin, il faut souligner dans sa tête. Non, il faut tuer les autres en ce sens qu'il ne faut plus avoir peur de leur opinion. L'opinion des autres n'existe pas pour moi. Oui. Mais en même temps, il faut être capable de comprendre les autres, de les regarder, de les comprendre. Parce que quand on peut se nourrir des autres aussi. Il faut se nourrir des autres. Donc c'est un double mouvement, tu vois. De rejet et d'acceptation de l'autre. Et d'amour pour les autres. Et d'amour. Tu vois, et comme j'écris, je décris l'autre. Je décris ses sentiments, je décris ses peurs, ses espoirs, tout ce qui se passe en lui, tu vois. C'est important. Il faut que je sois même capable d'être l'autre. D'être dans sa tête à chaque moment. Parce que quand je crée un personnage, je suis dans la tête de ce personnage. Donc, la première chose pour devenir un grand écrivain, c'est ça. C'est de retrouver ses tripes.
Malheureusement, très peu de personnes ont des traits. On ne devrait pas commencer par la lecture, non? Ah bon, bien sûr, il faut commencer Alors, par la lecture. tout écrivain est un ancien lecteur ou bien un lecteur. Il faut qu'on soit un lecteur. Il faut qu'on soit ou bien un ancien lecteur, il faut toujours être un lecteur. De toute façon. Ou bien il faut devenir un lecteur. Mais être un grand lecteur ne suffit pas pour être écrivain. Comme je le dis, ce qui est important, c'est ce pouvoir de reniement des autres. Exactement. Il faut trouver ses traits. Tu vois? Alors, il faut se dégager du regard des autres et être capable de se dire librement, sans peur et sans crainte. Alors, vous diriez que l'acte d'écrire est un acte, c'est l'acte par excellence de la liberté. Je crois. En général, la création, d'ailleurs, la création, qu'elle soit, c'est une porte ouverte sur la liberté. Parce qu'une fois qu'on crée, il faut qu'on soit soi-même pour créer, tu vois. Et la création est originalité par excellence. Tu dégages quelque chose du vide. Tu vois? Donc, si tu ne peux pas être toi-même, comment peux-tu créer quelque chose d'autre, quelque chose d'original? Parce que qu'est-ce qui me distingue des autres, c'est moi. Mais il faut que je sois moi. Il ne faut pas que je sois une copie conforme des autres. Et vous, c'est cette absence totale de logique dans beaucoup de vos écrits. Par exemple, dans Les cloches de la Brésilienne, l'inspecteur Dieu soit loué, se rapportant à son supérieur à Port-au-Prince, parce qu'il était à Saint-Jean, a déclaré à son chef que je mène une enquête où toute logique m'est interdite. Mais c'est ce que vous imposez aussi à vos lecteurs. Non, pas du tout. Non, mais parce que tous vos écrits sont... Enfin, vos histoires, vos récits n'ont rien de logique. Les rues qui ont des angles, des rues parallèles qui ont des angles... Non, au contraire, c'est pas que j'impose à mes lecteurs une absence de logique. Dans les histoires. Non, je ramène le lecteur à leur absence de logique. C'est toute la différence. Quand les rues sont pourvues de d'angles maintenant? Mais écoutez, quand les rues parallèles, pardon. Comment j'ai écrit cette nouvelle? C'est une histoire tout à fait authentique. C'est un présentateur à la radio, qui a annoncé en 2001, il y avait un journaliste américain qui avait... Alors le livre est paru en 2000, non? En 2000, non, 2000. 2000. Ce présentateur avait annoncé un meurtre qui avait été commis allant des rues pavées et des rues casernes. Et la rue de casernes des pavés sont parallèles. Et ce journaliste a donné cette nouvelle au bulletin de 7 heures, il l'a repris à midi, il l'a repris à 4 heures. Personne ne l'a corrigé. Personne ne l'a corrigé, personne n'a remarqué que ce qu'il a dit n'avait pas de sens. Alors des rues pavées et rues des casernes. Oui. Donc alors, en fait, en même temps, et c'est très métaphorique, parce que quand je parle de angle des rues parallèles, je parle de la folie, je parle du chaos, je parle justement de notre absence de logique, parce que quand nous vivons dans une société où nous refusons de voir ce chaos, où nous refusons de voir ce dénuement. Quelqu'un qui est pourvu d'un micro et qui nous sort des bêtises comme ça. Oui, où nous refusons de comprendre que nous sommes dans un lieu qui va vers l'abîme. Même quand les miroirs deviennent aveugles. Mais même les miroirs deviennent aveugles, c'est aussi une grande métaphore. Parce que le miroir est... Pourquoi le miroir est là? C'est pour nous permettre de nous voir. Et or, nous, en Haïti, nous refusons souvent de voir la réalité. Donc, en fait, ce n'est pas que j'impose au lecteur une absence de logique. Justement, je ramène le lecteur à l'absence de logique de notre société. Et c'est pour cela que j'interpelle mes lecteurs. Ils se rendent compte souvent qu'on est en pleine anormalité. Ce qui est... Bon, écoute, le fait, par exemple, que nous payons pour du blackout. On a de l'électricité, disons, 4 à 5 jours sur 30 jours, et on vous envoie un bordereau pour un mois. Ah mais il faut... C'est un manque de logique, vraiment. Mais il faut reconnaître l'origine de ce problème aussi. Mais justement, donc on est dans un chaos.
Le chaos du blackout, c'est aussi 50% de la production de DDH qui est parti en fraude. 50%. Oui. Aucun commerce ne peut fonctionner comme ça. Absolument. Il y a aussi ce manque d'investissement dans le DDH. Le dernier grand investissement dans le DDH, ça date des années 80. Absolument. Mais maintenant, on a un réseau de distribution vétus aussi. Absolument. Maintenant, le problème, c'est, comme j'ai dit, c'est de poser les vraies questions. Et quand on ne pose pas des vraies questions, c'est à ce moment qu'on est dans cette absence de logique. Et ce que je fais justement dans mes romans, c'est de rappeler, c'est de forcer le lecteur à se rendre compte de ces anormalités qui deviennent pour nous des choses totalement normales. Et quand j'écris, par exemple, souvent on me dit ça aussi, mais nous sommes constamment dans du fantastique. Nous sommes constamment dans du merveilleux. En effet. Nous sommes constamment dans une négation de la réalité. Mais moi, j'écris cette réalité. Comment écrire la réalité en Haïti sans parler justement de ce problème de confusion du réel et de l'imaginaire? Et je crois que c'est ce qui fait peut-être... Mais des fois, vous n'allez pas trop loin. Quand l'élu, par exemple, dans la langue des rues parallèles, a voulu tuer Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait chaque jour, nous, en Haïti? Le mépris de l'humain, c'est quoi? C'est l'assassinat de Dieu. C'est le meurtre de Dieu. Ça veut dire que nous tuons Dieu chaque jour en Haïti. Donc, à langue des rues parallèles, c'est une métaphore. C'est un roman très métaphorique, où je joue avec des images, où je déconstruis une réalité pour que le lecteur puisse se rendre compte de son anormalité. Et je pense que ce roman a effectivement parlé au lecteur haïtien. Ah oui, en effet. Mais moi, je parle de mon point de vue personnel, ce qui a peut-être peu de valeur dans ce cas-là, mais jamais un chaos n'a été aussi effrayant à mes yeux que celui décrit dans la langue des rues parallèles. Mais il faut l'électrochoc quelque part. Et parce que nous sommes déjà dans ce chaos. C'est-à-dire que ce chaos devient pour nous quelque chose de tellement normal qu'on ne s'en rend plus compte. Ce que je voulais vous demander, est-ce votre imagination qui va très loin, très loin, ou c'est la réalité de l'heure qui vous a inspiré de tel chaos? C'est la réalité de l'heure, tout simplement. Quand j'ai parlé, par exemple, du petit Saint-Pierre, qui coulait, oui. Mais pour ceux qui connaissaient le petit Saint-Pierre, de la manière que les gens voyaient cette statue, ce qu'ils racontaient sur cette statue. Mais en fait, ce que j'ai raconté sur le petit Saint-Pierre n'est rien par rapport à ce que les gens racontaient sur le petit Saint-Pierre. La seule chose que j'ai fait, moi, c'est que les Haïtiens sont constamment dans une attitude où on ne parle de rien. Tout est tabou. Tout est caché. Tu vois? Tout le monde n'a fait par eux, mais pas de monde qui a parlé de rien. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai parlé du petit Saint-Pierre. J'ai raconté une histoire sur le petit Saint-Pierre. Mais ce que les gens racontaient sur le petit Saint-Pierre est beaucoup plus fantastique que ce que moi j'ai écrit dans la langue des rues parallèles. Mais le fait est que moi, je l'ai écrit dans un roman, ce que personne ne l'a jamais fait. Parce que les gens ont peur de parler de leur réalité. Ils ont peur de parler de leurs fantasmes, ils ont peur de parler de leur imaginaire, alors qu'ils sont constamment là-dedans. Et bon, il faut dire aussi que pour eux, ça devient banal quelque part. Un autre sujet tabou en Haïti, c'est le racisme. Vous en parlez dans Le sang et la mer, l'héroïne qui a été traumatisée par l'une des sœurs religieuses de son école, qui lui disait qu'elle était, sa couleur de peau lui ferait perdre la grâce de Dieu. Mais une autre sœur qui a voulu la consoler lui a dit que la seule façon pour retrouver son âme ou peut-être que sa beauté, c'est de se trouver un blanc aux yeux bleus comme ceux de Jésus. Oui, mais... Eh bien, c'est encore notre réalité. C'est à propos de cette religieuse qui a dit à Hérodia, noir comme tu es, comment veux-tu que Jésus t'aime? C'est une religieuse qui a lancé ses propos à une femme de ma famille. Elle était toute jeune. Réalité. Donc alors en fait, je n'ai rien inventé. Donc en fait, c'est ce que fait l'écrivain. C'est d'être à l'écoute de son lieu,
et d'avoir des tripes parce qu'il faut qu'on ressente quelque chose. Si je n'avais rien ressenti quand cette femme de ma famille, quand ma mère m'a raconté cette histoire qui est arrivée à une femme de notre famille, si cette histoire ne m'avait pas touché, je ne l'aurais pas écrite. Donc il faut être capable de ressentir premièrement. La capacité de ressentir, pour moi, c'est fondamental. Il y a très peu de fiction dans vos écrits dans ce cas. Moi, je pense que la fiction n'existe pas. La fiction n'est qu'une autre manière de comprendre cette réalité. Une réalité différée. Une réalité différente. Alors, différée. En différé, par exemple, effectivement, ce chaos que je décris dans des parallèles peut faire peur. Simplement ce que je fais en tant qu'écrivain, je photographie ce chaos, je l'accélère par exemple. Il y a cet épisode dans les parallèles que certains ont trouvé très violent, c'est quand mon protagoniste abat un chimère au porte-à-Léogane qui lui dit respect pour le citoyen, parce que quand on disait à l'époque, quelqu'un s'approchait de vous au porte-à-Léogane et puis la personne disait respect pour le citoyen, il vous disait de casquer. C'était une manière de dire la vie ou la bourse. La loi. Eh bien, mon protagoniste, lui, qu'est-ce qu'il fait? il ne tend pas sa bourse, il sort son revolver et il abat. Oui. Alors, Eric, vous parlez d'Eric. Je parle d'Eric. Mais c'est quelque chose qui arrivait régulièrement au porte-à-Léogane. On rançonnait les gens au porte-à-Léogane. On appelait à cette époque le porte-à-Léogane Kosovo. Donc c'est une réalité que je décris. Donc ce que j'ai fait, je l'ai décrit comme cette réalité était, en accélérant un petit peu le processus. Oui, mais en accélérant le chaos. Parce que comme j'ai dit, parfois il faut aux Haïtiens un électrochoc. Ils sont trop dans leur chaos. On dit que les écrivains sont des prophètes de malheur. C'est pas vrai, je ne crois pas du tout, parce qu'en fait, les écrivains... On dit qu'ils voient ce qui va se passer dans des dizaines d'années. Bon, celui que vous avez traduit, Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince, vous avez traduit Le Petit Prince, mais lui, il était en avance de son temps. Bon, heureusement qu'il faisait de bonnes prédictions. Non, écoutez, s'il faut être prophète de malheur, il faut être le prophète de malheur. Il ne faut pas avoir peur de dire que si Haïti continue comme c'est maintenant, dans 15-20 ans, on sera peut-être comme la Somalie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas une question d'être prophète de malheur. Il faut simplement dire aux gens, écoutez, il faut qu'on arrête cette comédie, il faut qu'on arrête ce chaos, il faut qu'on se dirige vers quelque part d'autre. Il faut avoir d'autres dirigeants, il faut avoir une autre gouvernance, tout simplement. On va observer un petit arrêt. Et tout le monde est obsédé par la profondeur de votre imagination qui va toujours très loin. Mais ceux-là qui n'ont pas encore lu, Banal Oubli n'a encore rien vu de la profondeur de votre imagination qui va très loin. Banal Oubli, c'est vraiment un roman super compliqué. C'est l'histoire d'un écrivain qui perd qui est en panne d'inspiration et qui essaie de calmer son mal à l'aide de gin tonic dans des bars. Et un jour, il va dans son bar préféré, dans son bistrot préféré, et quand il en sort, il oublie quelque chose. Il oublie quelque chose. Il se rend compte. Il oublie quelque chose. Et ce qu'il oublie, c'est lui. Oui. Mais vraiment, ça doit sortir d'une imagination débordante. Oui, je pense en même temps qu'il faut avoir beaucoup de fantaisie. Oui. Et la fantaisie, c'est l'humour, tu vois, cette manière de jouer avec les concepts. Et moi, il faut dire que rien ne sort de rien. Et en fait, comment j'ai imaginé ce roman, c'était... Ne me dis pas que c'était réel. Mais non, mais je suis quelqu'un qui oublie tout, hein, et tout jeune, bon, c'est pas une question d'Alzheimer, comme on dit, mais je suis un éternel distrait. Je me rappelle. Donc vous changez de téléphone toutes les semaines? Ah, régulièrement. Je fais un tour, et je me rappelle une fois, et en voyage, j'oublie ma valise, et je suis tellement énervé, je me dis, mais à force d'oublier tout, un jour, je m'oublierai moi-même. Et au même moment, je me suis dit, mais alors ce serait une idée géniale pour moi. que protagoniste s'oublie. Un écrivain qui s'oublie quelque part. Et cette idée m'a tourmenté, m'a travaillé pendant des mois. Et puis en même temps, j'ai trouvé que c'était une métaphore extraordinaire sur l'oubli, sur les oublis. Parce que Banal Oubli, c'est non seulement cette fantaisie absurde sur cet écrivain qui s'oublie dans un bar,
qui part à sa recherche. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, une métaphore sur notre propre histoire. Oui, justement. Je pense que on adore s'oublier. On a oublié son passé aussi. On oublie son passé, on oublie des épisodes importants de notre histoire. Et ces oublis, souvent, sont préjudiciables. Ces oublis nous empêchent de comprendre notre réalité. Et en fait, par-delà cette fantaisie absurde qu'est banal oubli, c'est aussi une réflexion sur notre propre histoire. Et c'est ce qui donne pour moi une grande valeur à ce roman qui a marqué quelque part ma carrière d'écrivain. Justement. Et dans Banal oubli, vous soulignez aussi cet oubli, peut-être volontaire ou involontaire, puisque c'est les gagnants qui écrivent les histoires, ou bien l'histoire de façon générale, que par exemple Baby Doc n'est pas parti par une révolution populaire uniquement. C'est un coup d'État fomenté par la CIA et l'armée. Je dis souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc quand ils écrivent l'histoire en fonction de leur propre intérêt. Moi, je raconte ce que j'ai vécu en 86, le départ de Baby Doc, comment il est parti, comment me parle moi de révolution populaire qui a fait partir Baby Doc du Valier. Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu moi, c'est un coup d'État militaire préparé par la CIA. Et là, en complicité avec l'armée haïtienne, les forces armées. On arrive partout, en complicité avec l'armée, pour avoir raison des macoutes et embarquer Baby Doc et continuer la même simagrée qu'il y a eu en Haïti continuellement. C'était une révolution populaire, je ne crois pas que 86-87 aurait dérapé de la sorte. La preuve qu'il n'y a pas eu de révolution populaire, parce qu'immédiatement après le départ de Baby Doc, qui est-ce qui a repris le pouvoir? C'est l'armée. Comme je ne comprends pas. Donc il y a déjà un non-sens dans cette histoire. Il y a un non-sens aussi. Aujourd'hui, on oublie que Baby Doc était un dictateur. Oui, on oublie, mais on oublie qu'il était un dictateur. C'est parce que justement, ceux qui sont venus avec lui ont fait pire quelque part. Ça veut dire qu'on a été tellement déçus, justement par rapport au discours qu'on a raconté. Parce que quand on raconte un discours et on se rend compte que la réalité est totalement différente du discours, on a un problème. Et c'est tout le problème en Haïti. On a constamment des discours qui n'ont aucun lien avec la réalité. On entend un discours et la réalité est complètement différente. Donc ça veut dire que ça cause problème aux consciences et en même temps c'est générateur de violence. Diriez-vous que votre plume, pas votre plume, votre clavier est un clavier dénonciateur qui dénonce nos torts, qui dénonce ce qu'on oublie, il faut dire qui dénonce nos manquements aussi? Il faut dire en même temps que quand j'écris mes romans, et sincèrement, je n'écris pas fondamentalement pour dénoncer quelque chose. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'écrire une belle histoire qui se tienne, avec des personnages, tout et tout. Mais en même temps, quand on écrit avec ses tripes, on écrit avec ses émotions. Et les émotions sont là, quelque part. L'écriture serait pour vous une sorte de thérapie pour sortir, pour vous exprimer. En même temps, oui. Donc ça veut dire même quand tu veux écrire une histoire, tu es dans une démarche esthétique, tu as également tes émotions. Et tes émotions nourrissent ton œuvre. Tes émotions nourrissent tes personnages. Mes regards, mes problèmes, mes douleurs, mes souffrances passe à travers mes personnages, passe à travers mes écrits. On va revenir dans Le sang et la mer, où la littérature a été une voie de survie pour l'héroïne Hérodiane, qui, perdue dans son aliénation, a été sauvée par la lecture des romans de Marie Chauvette, La danse sur le volcan, Amour, colère et folie. Ça a été une sorte de planche de salut. Pensez-vous, Gary Victor, qu'aujourd'hui, vu dans le marasme dans lequel on se trouve, la littérature peut être une planche de salut collective? Non, je ne crois pas. La littérature ne peut pas être. La littérature ne peut pas nous sauver? Non, la littérature peut nous permettre de comprendre, de mieux comprendre. La littérature peut permettre d'ouvrir des fenêtres vers la vérité. Mais la littérature en elle-même ne peut pas nous sauver. C'est l'action qui peut nous sauver. L'écrivain, en écrivant, il pose un acte, c'est une action. Mais pour sauver un pays, pour sauver une société, il faut beaucoup plus que cela. Certes, la littérature, comme j'ai dit, peut permettre de mieux comprendre.
Maintenant, de cette compréhension peut naître quelque chose d'autre. Encore qu'il faut qu'il y ait des caisses de résonance, il faut que les gens se lisent, il faut qu'il y ait des critiques sérieux qui parlent des livres, qui permettent aux gens de mieux comprendre ce qu'ils lisent. Et à ce moment, la littérature peut permettre d'aller quelque part. De toute manière, je pense que la littérature permet déjà de comprendre une société. L'histoire te permet de comprendre, mais la littérature aussi te permet de comprendre. Ce que l'histoire ne dit pas, la littérature peut le dire. Parce que le métier de l'historien, c'est quelque chose, le métier de l'écrivain, c'est quelque chose. Les deux se complètent quelque part. Par exemple, quand vous lisez Marie Chauvet, quand elle a écrit La Danse le volcan, elle vous donne une autre lecture de notre histoire. Elle nous donne une autre lecture de cette période de l'histoire d'Haïti. On comprend mieux ce qui se passe quand on lit par exemple Marie Chauvet. On va observer une pause pour vous permettre de voir la présentation du livre Collier de débris, paru chez Mémoire d'un criant en 2013 de Gary Victor. Dans la masse de débris que vient d'extraire la pelle mécanique, j'aperçois un cahier comme ce que Jonathan, mon fils. J'enjambe le monticule de gravats pour aller récupérer le cahier. La poussière, l'eau de pluie qui s'est infiltrée ont effacé le nom écrit à l'encre sur la couverture. Je déambulais à garde dans ma cité, refusant de croire mes yeux. Je devais être dans un cauchemar éveillé. C'était le même spectacle partout. Au Bel Air, au Fort National, à Christois, Nazon, Mont-Lazare, Turgeau, Canapé Vert, Delma, etc. La vie ne semblait plus possible dans ces quartiers ravagés par le séisme. Un jeune homme s'est avancé vers nous. C'est un artiste qui crée avec toutes sortes de matériaux de récupération. Il m'a tendu un collier. J'ai été surprise de constater que le bijou était fait de petits cubes taillés dans des débris. J'ai pris le bijou et l'ai mis à mon cou. J'ai toujours mon rêve à la mémoire. En pile causé, en pile version a continué à circuler 3 ans après le terrible moment 12 janvier 2010 là. Dans le dernier livre Gary Victor là, Collier de débris, c'est débris tribobabo. Débris manger de la vie, débris en mouille, débris sans maman, débris ceci, cela. Mais tout, débris mettre kib, débris qui a accouché de bijoux. C'est un livre, c'est un journal pour rappeler toutes les étapes. Quand on a quitté les débris, quand on a recyclé les débris, quand on a travaillé dans les quartiers. Donc c'est vraiment un cadeau, une chose qui reste en Haïti, on espère aussi dans le monde, parce qu'il faut vraiment raconter l'histoire des Haïtiennes qui ont été autant vite à nettoyer. Les pneus dans le témoin de Gary Victor, s'il voulait écrire sur le processus enlèvement, traitement, recyclage débris, il n'y a pas de quoi il t'a pris un courage, replonger tête dans tous les malous que ça encore. Des personnages, tant qu'on Mianta, tant qu'on Roger, t'es profité passer mes prends écrivains pour faire route avec elle, montrer le pas qui moyen, pile par pile, débris t'a ramassé, pendant le tap réparé, transformé. Tous les personnages dans les livres sont vraiment représentatifs en général de la gens haïtiens qui ont vraiment vécu ces désastres et qui ont beaucoup dans eux-mêmes à raconter, mais qui n'ont pas vraiment eu l'opportunité de le faire. Environ 20 000 personnes, parmi eux 8 000 femmes, sont dans Cash for Rock, tombé dans Cash for Production, te mette main pour combattre plus passer 80% débris. Débris ténèbres, débris prison ça yo, jamais on t'a qualifié débris yo, qui te sorti pour enterrer tout vivant, reste si vivant yo. Collier de débris, c'est surtout histoire tout garçon, toute fille ça yo, qui te quoi li possible pour lever des filles. Gary Victor te apprenti Kafoufei pour parler avec voisins yo, prendre témoignage dans l'autre quartier yo, dans bouche équipe travailler, revendre des ferrailles, etc. pour te comprendre plus bien
qui ça te gagné comme cassé, comme stratégie, comme zin, comme planification pour permettre de déplacer, retourner dans le quartier qui déblayé. C'est un travail vraiment intéressant pour écrivain, pour te sentir émotion mounio, pour te voir qui a vivre et surtout pour les gens qui débattre puis te sorti côté OTR parce que quand même c'est un cheminement, ils te sorti bas en pile et en pile de monde ça a perdu proche, tu perdu parents, tu perdu amis. Mais malgré ça, tu tourné dans caille qui t'écrasé, tu tourné dans débris pour te faire retourner dans l'autre bagaille. On l'autre bagaille qui est carrelé à d'aucun lumière. On l'autre bagaille qui sont dividal marché escalier dans zone Siko Kafoufei par exemple. On l'autre bagaille qui c'est des corridors bien asphaltés qui remplacent corridor labo, corridor tout l'autre vieux agribail en vent yo. L'autre bagaille qui c'est atom matériaux qui permettent reconstruire caille parasismique, caille paracyclonique. Haïtien gon mode mémoire coûte si tout le passé passe là et que la vie a déplotonné sans cauchemar, sans débris 12 janvier, même dans corridor qui pi coincé, dans corridor qui joue qui pi royo. Chronique ça, collier de débris, Gary Victor écrit sous style en roman, c'est pour les nous garder côté ni jodi pour nous pas oublier qui Jean Sateye aïe. Dans les coulisses, j'ai appris que Collier de débris est une œuvre commandée. Oui, ça a été une commande du club qui voulait que j'écrive une chronique sur le ramassage des débris. Et on voulait un regard d'écrivain avec tout le réalisme possible. Et ça a été très difficile pour moi d'entrer dans ce... C'était pas possible d'oublier les autres dans ce cas, voilà, ni de tuer les autres. C'était pas possible d'oublier les autres. Et surtout que j'ai vécu dans ma chair ce tremblement de terre, j'étais à Carrefourfeuille quand la terre s'est mise à trembler. J'ai perdu des amis, de nombreux amis dans ce quartier. Et écrire cette chronique, c'était revenir sur ces lieux, c'était revenir vers ces mémoires que pendant un certain moment je voulais fuir. Et quelque part, travailler sur ce texte m'a aidé à accepter C'était une sorte de thérapie. Cette réalité. Ça a été une thérapie, ça a été très très difficile. L'une des expériences qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir retrouvé un cahier sous les décombres, un cahier d'écolier. Qui ressemblait à celui de votre fils. Qui écrivait des pensées, oui, qui écrivait des pensées. Et j'ai trouvé ces cahiers sous les débris et pendant une visite. Et ça m'a touché ce qu'avait écrit ce jeune écolier qui était certainement mort durant le séisme. J'ai dû interviewer des dizaines de chefs d'équipe, des gens qui ont travaillé au ramassage des débris, parce que les gens n'ont pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'a été ce projet de ramassage des débris dans ces quartiers. Parce que des gens qui ont perdu des parents, des amis, sont quand même revenus dans ces mêmes quartiers pour ramasser les débris, pour dégager un espace où ils pouvaient vivre. Et ça a été douloureux pour eux. Et c'est ainsi que j'ai rencontré une chef d'équipe, une jeune femme qui avait perdu son mari et son fils durant le tremblement de terre. Et elle m'a raconté, elle ramassait les débris, elle me disait que parfois en ramassant les débris, on découvrait des cadavres. Et à ce moment, il fallait arrêter le travail pour appeler les parents, ou bien appeler le juge de paix, tout et tout. Et elle m'a dit son cauchemar était que pendant qu'elle travaille, qu'on l'appelle elle-même pour lui dire qu'on a découvert le corps de son mari et de son fils. Et c'est le témoignage de cette jeune femme qui m'a permis de construire mon protagoniste, mon personnage de Collier de débris. Et il y a une touche de merveilleux dans ce roman. Avec ce rêve qu'elle fait, elle voit que quelqu'un lui offre un collier de débris
et ce collier de débris, et elle a l'impression qu'elle s'enfonce dans la terre quand elle met ce collier à son cou. Et à la fin de l'histoire, il y a un jeune homme de son quartier qui va effectivement lui offrir un collier fait avec des débris. Et elle va passer ce collier à son cou, et elle dira à la fin de l'histoire que ce collier aura la légèreté des ailes de papillon. À ce moment, elle a accepté la mort de son mari et de son fils. Elle a travaillé dans ce projet. Elle voit un autre avenir devant elle. Et pour moi, c'est peut-être l'une de mes plus belles expériences d'écriture. Ce petit malgré ça vous a privé d'une certaine liberté, parce que c'était commandé, il y avait une ligne à suivre. C'était commandé au départ, mais j'étais absolument libre de traiter mon texte comme je le voulais. Heureusement, ceux qui m'ont fait cette commande connaissaient très bien ce qu'était le métier d'écrivain. Ils ne m'ont fait aucune exigence particulière, simplement que je sois une voix pour perpétuer la mémoire de tous ceux qui ont travaillé à ce projet. Et oui, c'est une expérience qui m'a marqué et qui finalement m'a plu. Parlant d'expérience qui vous manque, et écrire pour vous, c'est quand on entend parler de Gary Victor, on voit tout de suite l'écriture, on vous connaît en tant qu'écrivain et toutes vos activités tournent autour de l'écriture. Écrire pour vous semble ne pas être seulement un acte thérapeutique pour vous libérer de tout ce qui vous entoure, de ce réalisme merveilleux, ou de cette horreur, de ce chaos, mais écrire pour vous, c'est aussi une activité qui vous remplit, c'est votre vie, non? Oui, écrire, c'est mon vie. D'ailleurs, je vis de mon métier d'écrivain. Je produis du matériel éducatif pour la radio, pour la télévision. J'ai des feuilletons à la radio. Donc, je vis quelque part de ce que je fais. Disons que j'ai une écriture à plusieurs paliers. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains qui sont comme ça. Un écrivain n'écrit pas seulement des romans, il a aussi... Et vous enseignez aussi l'écriture. Un écrivain, les gens sont parfois surpris quand je leur dis, écoutez, tout ce que vous voyez à la télévision, les feuilletons, les films, il a fallu que quelqu'un écrive les scénarios de ces films et de ces feuilletons. Et qui écrit ces scénarios, ce sont des écrivains. Il faut que quelqu'un ait la capacité d'inventer une histoire, de créer des personnages, de faire marcher une intrigue. Et là, il n'y a que des écrivains, que des créateurs qui peuvent le faire. Donc, quelque part, le métier d'écrire est fondamental. Sans le métier d'écrire, on n'aurait ni film, ni feuilleton. Donc, souvent, on l'oublie. Alors, l'écrivain, il se nourrit de la réalité, et vous, particulièrement. Maintenant, pour entrer dans votre tête, quand vous vivez, quand vous circulez dans la rue, chaque mouvement, chaque son, chaque réalité que vous traversez, que vous vivez, vous nourrissent en réalité. Vous ne percevez pas la réalité comme tout le monde. Un écrivain comme une éponge, il est plongé dans sa réalité, donc il ramasse énormément de choses. Et constamment, 24 sur 24. 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire qu'on est frappé par tout ce qui se passe autour de vous. Ça veut dire on écoute, tu vois, on emmagasine. Un certain moment, quelque chose peut vous frapper, tu vois, peut vous interpeller. Et quelque chose peut vous interpeller bien après, tu vois. C'est peut-être 5 ou 6 ans après que je peux me souvenir d'une scène que j'ai vécue. Et j'aime écouter les histoires que les gens racontent, tu vois, leur propre expérience quelque part. Certains de vos écrits vous amènent à faire des recherches aussi. Par exemple, je l'ai remarqué dans Le sang et la mer, il y a un vocabulaire marin. Vraiment, quand vous parlez de la mer, il y a toute une pléiade de vocabulaire, de mots qui se rapportent à la mer. J'aime la mer d'ailleurs. Ok. Comment je pourrais dire ça? Ça n'a pas été trop difficile pour moi de trouver ces mots, mais bien sûr j'ai fait quelques recherches. C'est le travail de l'écrivain, de travailler son écriture, de trouver un vocabulaire approprié à son sujet. Mais en même temps, ce texte était très proche de moi par le fait qu'il y a la mer présent. Moi, je vis de la mer, je rêve de la mer, je vis de la mer, je ne me sens bien. Parce que tous les jours, vous voyez la mer, vous habitez à Carrefourfeuille, en face de... Plus maintenant, parce qu'avec la dégradation environnementale, avec les constructions anarchiques,
dans ma jeunesse, je voyais la mer, maintenant plus. Maintenant, pour voir la mer, il faut que je me déplace. Effectivement, il faut des recherches. Quand on est écrivain, ça dépend de votre sujet. Il faut s'informer, il faut au départ de travail. Au départ de cette interview, vous l'avez dit sans que j'ai à vous le demander, vous n'êtes pas vaudouisant, mais ça a dû vous demander beaucoup de recherche, de participation dans des cérémonies pour connaître non seulement les vocabulaires, les lois, les dieux, les rites vaudous aussi. Oui, absolument. Puisque vous n'êtes pas vaudouisant pratiquant. Non, je ne suis pas vaudouisant du tout, mais il faut lire, il faut aller voir, il faut circuler, quoi. Donc c'est le métier d'écrivain. Des fois, vous extrapolez. Les lois ne font pas tout ce que vous dites dans vos récits. Vous savez, et quand on écoute ce que les gens racontent, vous allez remarquer qu'ils font beaucoup plus que ce que j'écris. Est-ce que les gens, ils volent aussi dans les laïcs? Bon, écoutez, je vous dis, quand les gens racontent ce que font les lois, et je vous assure, moi, je suis extrêmement réaliste. Eux, c'est de la science-fiction. Et modéré. Je suis très modéré. Maintenant, pour écrire, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais on dit pour créer, l'acte de créer de toute façon demande une certaine oisiveté. J'entends par oisiveté une certaine liberté d'esprit. Par exemple, pour créer, il faudrait que, par exemple, l'écrivain n'ait pas le souci d'être un fonctionnaire. Il serait difficile, par exemple, d'être un bon écrivain et d'être un fonctionnaire à la fois. Parce que l'inspiration peut venir au moment où vous devez vous lever pour aller travailler. Oui, mais on connaît quand même des fonctionnaires qui ont été d'excellents écrivains. D'excellents écrivains. Moi, personnellement, je n'ai pas pu. J'ai quand même dû tout abandonner. Oui. Vous avez été de 96 à 2000. J'ai été fonctionnaire jusque dans les années 2000. 2000, oui. Vous avez été secrétaire général du Sénat. Du Sénat, avant, j'ai travaillé au ministère du Plan, mais finalement, je ne pouvais pas être astreint à un horaire, non. Donc, je me suis mis à mon compte, je fais ce que je veux, je me réveille quand je veux. Et vous allez dormir à 3 h du matin pour vous lever à 2 h aussi, non? Moi, je n'écris jamais la nuit, ce qui est assez curieux. Ah. Je réfléchis, je fais autre chose la nuit, j'écris le jour. Ok. Maintenant, pour écrire, vous restez dans la réalité trépidante de Port-au-Prince ou vous vous isolez? C'est impossible. Moi, quand je veux écrire, je pars. Je vais au bord de la mer en général. Ah, à Jacmel. À Jacmel, au Carabossal, n'importe où. Je quitte Port-au-Prince, je vais très loin et souvent au bord de la mer. Et jamais en avion? J'ai écrit... Non, moi, j'ai écrit la plupart de mes romans au bord de la mer. Tout seul au bord de la mer. L'odeur marine a une influence sur vous? Oui, le chant des vagues, de voir la mer, le chant des vagues, Mais en général, la mer, c'est vide, c'est une immensité bleue, pas du tout. Vide. Justement, elle n'est pas vide, la mer. Oui, expliquez. La mer a plus d'énergie que la terre. Le fait de voir les vagues se mouvoir, venir vers vous. Oui, mais ça devient monotone. Pas du tout. C'est pas monotone? Pas du tout. Les vagues ne viennent pas toujours de la même façon? Au contraire, c'est la terre qui est monotone, elle ne bouge jamais. Oui, mais, ok. Vous avez peut-être raison. La terre ne bouge pas, c'est la terre qui est monotone, tandis que la mer vous donne l'impression de la vie. Et ce dynamisme vous inspire? Absolument. C'est comme s'il y avait une vibration, une énergie. Je suis possédé de cette énergie quand je suis au bord de la mer. Ok, écrire, ça doit être un plaisir aussi, mais ça devient un travail. Si vous devez vous déplacer, c'est comme un fonctionnaire. Non. Écrire dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Ça devient un travail, c'est après. C'est qu'on doit relire et corriger. Le travail, c'est de la correction. Le travail, c'est après. On doit formaliser. Exactement, mais au début, c'est un plaisir, tu vois. C'est un plaisir total. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de plus beau plaisir que la création au départ, tu vois. Et là, ce sont vraiment mes plus beaux moments, tu vois. Quand je m'assieds au bord de la mer, j'ai une idée en tête et je noircis mes pages, je noircis mon écran. Pour moi, c'est quelque chose d'orgasmique, tu vois. Maintenant, après, ça devient dur. Corriger. Et maintenant, surtout quand on est astreint maintenant à une édition, à une maison d'édition, une ligne éditoriale, peut-être on vous a déjà demandé de retrancher, d'ajouter. Mais justement, c'est ce que les jeunes auteurs ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Et c'est bien malheureux, c'est que même pour les écrivains confirmés, quand vous allez à la maison d'édition, le rôle d'un éditeur, c'est de permettre à l'auteur d'aller jusqu'au bout de ses possibilités. Et souvent, l'auteur
il est dans son monde, il crée, mais souvent, parfois, il ne se rend pas compte qu'il peut aller encore plus loin. Okay. Et le rôle, justement, de l'éditeur, c'est comme un entraîneur, un bon entraîneur pour une bonne équipe de foot, c'est de permettre à l'auteur d'aller plus loin, d'aller au bout de ses facultés créatrices, tu vois. Et justement, donc, quand vous êtes avec un éditeur, il y a des discussions. On peut te dire, écoutez, la fin de ton... Il m'est arrivé, par exemple, dans mon éducation, que l'éditeur me dit, mais monsieur Victor, la fin de votre roman, il faut... n'est pas heureuse. Non, pas du tout. Ah. Il faut un petit peu revoir, parce que d'être les causes. Et à ce moment, quand l'éditeur vous le dit, c'est pas qu'on soit choqué, mais de quel droit qu'il intervienne dans ma création et tout. Beaucoup de gens peuvent avoir ce problème. Ce problème, tu sais. Je rencontre un tas de gens en Haïti, on ne va pas dire rien, son texte écrit. et nous tous, écrivains, entre guillemets, confirmés, tout le temps, les éditeurs nous font des commentaires. Et moi, par exemple, quand l'éditeur m'a dit, écoute, la fin de ton roman a un problème, j'ai dit, bon, eh bien, je vais voir. Vous voyez la copie. Et quand je me suis mis à relire, je me suis dit, avec le recul, je me suis dit, mais merde, il a raison. Il a absolument raison. La fin de mon roman a un problème. Parce que justement, l'éditeur, par le fait c'est un professionnel, il a ce recul, il peut te permettre de te rendre compte de quelque chose que toi, étant trop près de ta création, tu ne vois pas. D'ailleurs, même Dieu, trop proche de sa création, il a fait des erreurs. Vous blasphémez là, non? Non, je ne blasphème pas. Il a dû créer un déluge. Donc même lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait une erreur dans sa création. On va entrer de cette discussion, mais est-ce que c'était pas erreur? Ou du moins, bon. De toute manière, il a dû revoir sa copie. Bon. Vous voyez que le déluge, c'était une façon de revoir sa copie. Il a dû revoir sa copie. Vous êtes croyant, hein? Bon, oui. Un peu. Il a dû revoir sa copie. Donc, tu vois, voir pour un simple créateur, un simple écrivain, il faut accepter de revoir sa copie. Et malheureusement, chez nous, il y a un tas de jeunes auteurs qui refusent de revoir leur copie. J'ai une certaine préoccupation liée à un paradoxe qu'on rencontre en Haïti. Et comment peut-on expliquer ce fait? Un pays où il y a si peu de gens qui savent lire, qui savent écrire, avec un taux d'analphabétisme aussi élevé, comment un tel pays peut donner des Gary Victor, des Yannick Lyons, des gens qui, quand ils partent en compétition avec d'autres francophones, des gens qui ont, comme Daniel Lafay, elle a dit dans l'énigme du retour, qui ont une bibliothèque à chaque angle de rue, qui ont un musée dans chaque quartier, qui ont des éléments qui peuvent nourrir leur création. Comment notre réalité, comment cette population, comment ce pays peut donner d'aussi valables écrivains, alors qu'en réalité, on a si peu de lettrés, on a si peu de bibliothèques, on a si peu d'écoles qui sont pourvues de bibliothèques aussi. Oui, mais en même temps, il y a une importance extraordinaire qu'on accorde à l'écrit en Haïti. Et l'écriture, c'est un moyen de mobilité sociale. Donc, on a un monde qui a flâné dans le quartier avec un livre qui est bien babral parce que pour son aucune chaîne bagaille liée. Donc, on accorde au livre énormément d'importance. Tout le monde veut publier en Haïti. D'accord? Même une plaquette un petit livre de poésie, recueil de poèmes. C'est quelque chose qui donne à la personne une notoriété, on le considère beaucoup mieux. Donc en même temps, écrire est vu vraiment avec beaucoup d'importance, tu vois. Donc c'est l'une des raisons. Mais en même temps, moi j'ai plutôt l'opinion contraire. C'est vrai qu'on peut dire qu'Haïti a beaucoup d'écrivains. Je n'ai pas vraiment de qualité. Si vous arrivez à avoir les prières et fautes du livre, prix Médicis. Je n'ai pas vraiment d'explication pour dire pour quelles raisons nous en avons autant. C'est un paradoxe. On n'explique pas un paradoxe. Oui, bon, c'est peut-être un paradoxe. Mais en même temps, moi, l'autre paradoxe qui m'étonne, c'est que je me pose souvent la question, avec ce qui se passe en Haïti, justement, pourquoi on ne trouve pas ces choses beaucoup plus dans nos écrits. Je pense qu'on aurait dû avoir plus d'écrivains
avec ce qui se passe chez nous. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de fous. On a peut-être peur de parler de soi, ce reniement qui nous habite. Oui, on a peur de parler de soi, tout est cacheté, tout est dans les tiroirs, tout est dans le secret. Et... Par exemple, on vous a même dit, reproché une fois, vous avez osé parler de Carrefour-Feuille, parce que pour certaines personnes, vous avez été d'un quartier populaire, maintenant vous êtes devenu célèbre, vous ne devriez pas parler de Carrefour-Feuille. Vous devriez renier on est constamment dans le reniement de ses origines en Haïti. Donc quand on est dans le reniement de ses origines, on est dans le reniement de son présent, de son passé, de son futur. Et son futur n'est pas assuré. Exactement, mais on va écrire quoi? On ne peut absolument rien écrire. Quand on se renie. Quand on se renie. Parce que pour écrire, comme je l'ai dit, au départ, il faut écrire avec ses tripes. Et quand on se renie, on n'a plus de tripes. En effet. Mais parlant de tripes qu'on n'a pas, mais je ne pense pas que dans un avenir proche, on aura du contenu aussi. Bon, c'est justement pourquoi on fait maintenant des ateliers d'écriture. Lionel en fait, j'en fais, beaucoup d'écrivains en font. Et je viens de publier par exemple un petit... L'Imena. L'Imena, c'est sous votre direction? Oui, sous ma direction, par des jeunes. C'est une première tentative à partir de jeunes qui ont participé à mes ateliers. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut simplement que ces jeunes soient peut-être encadrés quelque part, qu'ils soient mis en confiance, parce qu'ils sont quand même dans un lieu où on ne les met pas en confiance. La société haïtienne a tendance à créer des copies conformes. Il faut que tout le monde pense de la même manière. Il faut qu'on pense de la même manière. Tout le monde fanatique même équipe là. Tout le monde fait pour voter même gens. Tout le monde fait pour quoi même gens. On est dans une société très intolérante. On n'admet pas l'individualité. D'accord? Ah, malgré qu'on connaît un fort taux d'individualisme chez nous. Oui, mais dans un mauvais sens. Oui. L'individualisme qu'on tolère, c'est celui qui accumule des privilèges, qui accumule des choses pour lui-même. Mais le vrai individu, celui qui pense par lui-même, tu vois, on n'en veut pas. Justement. On n'en veut pas. Donc, et justement, et l'art, l'écriture, c'est le lieu de la vraie individualité. Et or, on n'a que des copies conformes, et les copies conformes ne peuvent pas écrire. Alors, moi j'ai un souci pour cet acquis, quant à l'avenir de cet acquis qu'on a. La littérature haïtienne, je crois que c'est la meilleure ambassadrice qu'on a. Si Haïti a brillé ces dernières années à l'étranger sur le plan international, c'est surtout côté littéraire, avec le prix Médicis de Dani, vous, pour IRFO, Yannick Laens a reçu aussi des prix. Alors, le souci, vous permettez, le souci que j'ai, c'est la relève. Est-ce que la relève est assurée aujourd'hui? Est-ce que les jeunes, ils lisent assez aujourd'hui? Est-ce que les jeunes, d'ici 10 ans, ils sauront écrire papa? Parce qu'aujourd'hui, avec ce raccourci, on en a parlé en coulisses, 1984 de George Wallace, c'est l'histoire d'une dictature planétaire où le dictateur avait imposé un langage, une langue de raccourci. Et ça avait empêché aux populations de réfléchir parce qu'on leur avait imposé ce raccourci. Aujourd'hui, on a tendance à écrire par raccourci. On raccourcit tous les mots. Maintenant, pourquoi c'est écrit P-K-O-I, quoi? K-O-I. Maintenant, quand le cerveau commence à s'habituer avec ces raccourcis, est-ce que ces raccourcis ne vont pas prendre la place de l'écriture normale? Bon. Est-ce que dans 10 ans, on aura une jeunesse ou bien des gens qui pourront écrire une phrase avec les mots comme il faut? Oui, mais de toute manière, je pense qu'on aura quelques-uns qui pourront quand même écrire la bonne. Ce seront des denrées rares, des exceptions. Ce seront des denrées rares, je l'admets. Mais c'est pour cela qu'on travaille, qu'on a quand même des ateliers. J'ai rencontré par exemple des jeunes qui sont capables d'écrire des nouvelles totalement étonnantes. On a découvert par exemple Evans Wesh à Jérémy, qui a écrit une nouvelle Boulevarie, pour moi, qui est l'une des plus belles nouvelles que notre haïtien a écrit. Il a gagné le prix des champs 2013, dernièrement. Et je travaille avec des jeunes qui ont un talent extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas que les jeunes auteurs sont dans un processus d'amélioration continue.
Donc, on prend à partir souvent des jeunes auteurs pour n'importe quoi. Moi, on m'a pris aussi à partir quand j'ai commencé par le fait que j'étais pas trop dans le giron des auteurs admis. Et il y avait des cercles, des cénacles, je faisais partie d'aucun cercle, d'aucun cénacle. Moi, je pense qu'il faut encadrer les jeunes, il faut les comprendre, il faut les accompagner. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à trouver. À assurer la relève. Mais il faudrait peut-être plus que ça. La relève, trouver des denrées rares. Bien sûr, il faut plus que ça. Il faut aussi une intervention de l'État, créer des bibliothèques, favoriser la lecture. Il faudrait de meilleurs professeurs aussi. Vous savez que les dernières enquêtes ont donné que 80% des professeurs de l'école haïtienne ne sont pas qualifiés pour être des professeurs. Bon, là, de toute manière, 80%. Je ne peux pas intervenir à ce niveau. C'est le travail de l'État. Moi, ce que j'essaie de faire, moi, en tant qu'auteur, c'est de partager mon expérience avec les jeunes. Je le fais à travers des ateliers, je le fais à travers des séminaires. Il y a d'autres écrivains comme moi qui le font, comme Lodel Grouillot, Yannick Laens, Climens, on le fait régulièrement. Et c'est peut-être de là que... Et puis en même temps, il y a peut-être un auteur qui va surgir, il sortira d'où on ne sait pas. Et puis, il va se révéler à nous. La littérature, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas savoir d'où va surgir un nouveau talent, un nouvel auteur. De toute manière, on le souhaite parce qu'il faut que la littérature haïtienne aille encore plus loin. Et la littérature haïtienne est reconnue. C'est peut-être le lieu où nous sommes le plus compétitifs au niveau international. Oui, en effet. Et je suis absolument certain qu'on va continuer à l'être. Et vous êtes certain aussi que l'avenir de la littérature haïtienne on connaîtra des jours meilleurs? Bon, je ne sais pas, mais il faut l'espérer, il faut travailler pour cela. Et je pense qu'on travaille pour cela à différents niveaux. Là, on ne nous sauvera pas, mais est-ce que vous pensez que la littérature, si elle est prise en main, si la relève est assurée, si on va vers cet élan où... Il ne faut pas que la littérature soit prise en main. Si elle est prise en main, quand je parle quand je parle de prise en main, c'est d'assurer qu'on ait davantage d'écrivains. Par exemple, qu'on ait des bibliothèques. Oui, pour devenir écrivain, il faut lire. Bon, il faudrait que des livres soient mis à la disposition de tous, et qu'il y ait des bibliothèques municipales dans toutes les villes, que par exemple, qu'une école, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que ça soit une obligation qu'elle ait une bibliothèque, par exemple. Il y a en même temps des choses qui se passent maintenant qui ne se faisaient pas dans le temps. Maintenant, les écrivains vont beaucoup dans les écoles. Que ce soit moi, Lionel, Ketli, Yannick, nous tous, nous allons régulièrement dans les écoles, nous rencontrons les jeunes, mais dans le temps, ça ne se faisait pas. Oui, vous étiez des gens qui restent... Vous restez dans votre coin. Quand j'étais à l'école, je ne voyais aucun écrivain, mais maintenant, nous allons dans les écoles. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important que les ça peut être inspirant. Oui, ça peut être inspirant. Donc, quelque part, il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas trop pessimiste en ce sens. Vive la littérature. Vive la littérature. Merci Gary. Nous avons eu avec nous aujourd'hui Gary Victor qui nous a pratiquement tout dit sur ses œuvres majeures. On a parlé du fameux À l'angle des rues parallèles et il nous a confié aujourd'hui que la réalité peut-être déformée ou extrapolée dans ses récits sont inspirés de notre réalité. Donc, il ne crée rien sinon que la réalité qui l'inspire. Donc, peut-être qu'il faudrait avoir peur, peut-être qu'il faudrait prendre conscience que notre réalité est dépourvue de toute logique. Comme ces récits, il l'a dit aussi, c'est pas ces récits qui sont pauvres en logique, c'est plutôt nous qui refusons de voir la logique. Merci de nous avoir prêté votre attention pendant cette bonne heure avec Gary Victor. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine où une autre personnalité va tout nous dire.